Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, en vos titres et qualités, j'ai l'immense plaisir et l'honneur non dissimulé de recevoir aujourd'hui, au sein du CIEP, qui est l'opérateur à l'international du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui va introduire ce colloque exceptionnel, puisqu'il n'a lieu que tous les 4 ans, au cours duquel nous aborderons une question qui, je pense, n'est pas indifférente à notre ministre, qui est celle de la condition de réussite des réformes en éducation. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Bien, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le recteur de Paris, monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire, mesdames et messieurs les inspecteurs, madame la présidente du Conseil supérieur des programmes, madame la directrice, et monsieur le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs venus de toutes les parties du monde, mesdames, messieurs, je suis évidemment très heureux de participer à ce colloque. J'ai 1000 raisons d'être ici. La première, c'est que c'est au CIEP. Je suis très attaché à cette institution qui est très importante dans le paysage français, mais je crois aussi dans le paysage international sur les enjeux d'éducation. Très heureux aussi de rendre hommage à la revue, puisque c'est une revue que je considère comme importante, comme une revue de référence et à laquelle nous devons donner d'ailleurs toujours plus d'écho dans le futur. La revue internationale d'éducation de Sèvres est d'une certaine façon une marque, une référence. Et comme je vais parler un peu de comparaison internationale aujourd'hui, je pense que nous devons, pour une telle revue, avoir une certaine révérence. Enfin, en troisième lieu, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, le thème ne pouvait que m'attirer, un petit peu comme une lumière pour un insecte. Je ne pouvais pas ne pas venir quand on entend une chose pareille. D'ailleurs, normalement, tous les ministres du monde devraient être là, agrégés, pour essayer d'avoir enfin la formule magique permettant de réussir des politiques publiques. Et je ne doute pas que vos travaux vont permettre de trouver cette formule et que nous allons ainsi pouvoir avoir des lumières. Et très sérieusement, je serai évidemment très attentif aux travaux une fois que le colloque aura eu lieu, puisque je pense que c'est très important et que d'une certaine façon, ce dont vous allez traiter au cours de ces 2 jours, c'est une des questions les plus importantes qui soit sur notre planète, c'est-à-dire comment réussir pour de vrai des réformes sur le sujet le plus important qui soit pour l'avenir de l'humanité. Donc ce n'est pas un petit sujet que vous avez choisi, et le format, la qualité des personnes qui vont venir incite évidemment à l'optimisme quant au progrès que tout ceci va permettre. La démarche que nous devons avoir doit s'inscrire dans une anthropologie résolument humaniste, celle de la perfectibilité intellectuelle et morale de l'homme par l'acte de transmission, qui est l'acte le plus essentiel d'une société et qui est même l'acte qui permet de définir éventuellement l'être humain, puisque l'être humain existe par l'interaction sociale, l'interaction avec les autres, et l'éducation est l'interaction par excellence. Nous sommes êtres humains par l'éducation, celle de ceux qui nous entourent lorsque nous naissons, et par l'institution scolaire lorsqu'elle existe. Il y a donc d'abord et avant tout, dans tout discours sur l'école, à reconnaître ce fait anthropologique majeur. Cela me paraît important parce que de le préciser en commençant, même si cela pourrait sembler une évidence, mais cette évidence philosophique, d'une certaine façon, elle peut être contestée par bien des tendances contemporaines, des tendances qui sont des tendances qui ont en commun l'obscurantisme, que ce soit l'obscurantisme qui nie l'importance du savoir, que ce soit l'obscurantisme qui veut substituer à l'humain les techniques, l'ensemble des processus qui peuvent déshumaniser le monde. L'éducation est la garantie de l'humanité du monde, et de ce point de vue-là, les politiques publiques d'éducation, c'est la façon dont les êtres humains s'organisent pour que la transmission du savoir se passe au mieux, avec, je dirais, 2 grands défis. Un premier qui est de transmettre ce qui existe, donner donc des racines aux enfants. Ce point-là est essentiel, a fortiori dans un monde qui se transforme radicalement, dans un monde qui est en train de changer de civilisation, dans un monde où autrefois le paradigme en matière de transmission du savoir, c'était la rareté de l'accession au savoir, alors même que nous entrons dans un monde où le nouveau paradigme est celui de l'abondance de l'accession au savoir, qui pose des problèmes aussi importants que dans le monde précédent, sauf qu'ils sont symétriques. Et donc, face à ce défi, nous devons plus que jamais transmettre à nos enfants, à nos élèves, une idée de l'endroit d'où ils proviennent, c'est-à-dire l'histoire humaine en général et ce que chaque société a produit en particulier et le savoir qu'elle a produit.
Donc le sujet de la transmission est évidemment un sujet clé. Nous devons leur donner des racines, nous devons aussi leur donner des ailes, parce que nous devons évidemment être au fait des nouveaux savoirs. Et j'ai mentionné déjà l'enjeu de la technologie, j'y reviendrai. Il est évident que ce que les sciences apportent, ce que les technologies apportent, nous devons aussi le transmettre aux élèves, et la culture scientifique et technologique est essentielle. En transmettant des racines et des ailes à nos élèves, nous devons leur transmettre deux choses qui sont essentielles. La culture, et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui viennent de l'UNESCO et qui sont impliquées dans les enjeux culturels du monde, et donc nous devons transmettre une culture générale, et nous devons transmettre le sens logique, là aussi dans un monde où les différents obscurantismes peuvent nier même la notion de logique, et où les tendances à avoir une interprétation complotiste de l'information, à avoir un goût pour le mensonge, un goût pour l'information fausse préférée à l'information vraie. Toutes ces tendances ne peuvent être combattues que par une éducation à la logique et par une solide culture générale des enfants. Nous devons aussi, et c'est un second défi, personnaliser davantage la pédagogie pour prendre en compte les spécificités cognitives des élèves, par exemple lorsqu'ils ont un handicap, ou quand ils ont des spécificités, ça peut être les élèves intellectuellement précoces par exemple, et quoi qu'il en soit, la personnalisation permettant de tenir compte des spécificités des élèves, c'est une personnalisation au bénéfice de tous. L'évolution des techniques, mais aussi l'évolution de nos connaissances en pédagogie, nous permettent au XXIe siècle d'envisager de relever ce défi d'une manière inédite, une personnalisation des savoirs, là où autrefois le premier des enjeux était la massification de la transmission du savoir. Nous avons donc toujours des enjeux quantitatifs, faire en sorte que tous les élèves, tous les enfants du monde aillent à l'école. Je le dis en ce terme aussi simple, et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de certaines réformes françaises, faire que tous les enfants aillent à l'école. Il faut assumer cette position, elle n'est pas si évidente que ça. C'est l'enjeu, disons, quantitatif, mais aussi l'enjeu qualitatif, c'est-à-dire faire que ce temps passé à l'école ne soit pas un temps perdu, mais un temps qui permette de développer la personnalité de chacun et de faire de chacun une personne, un citoyen qui sera tout simplement, qui aura tous les outils pour se développer dans ce monde. Appliquée à la France, cette approche m'a conduit souvent à dire que nous avions deux objectifs dans les politiques publiques françaises d'éducation. Une qui est l'élévation du niveau général, arriver à amener chaque enfant le plus loin possible et ce faisant amener le pays le plus loin possible. Et puis la justice sociale, puisque au travers de l'éducation se jouent évidemment des enjeux de compensation des inégalités qui peuvent exister entre les familles, entre les environnements de chaque enfant. Et l'éducation, c'est une des justifications de l'existence de l'institution école, eh bien, soit là pour compenser cela. Et en réalité, ces deux objectifs n'en font qu'un, parce qu'en élevant le niveau général, on peut assurer un objectif de justice sociale, et en assurant des objectifs de justice sociale, on a évidemment un objectif et une réalisation d'élévation du niveau général. Je ne prendrai qu'un seul exemple sur lequel je reviendrai rapidement tout à l'heure. Lorsqu'en France, nous avons décidé, au tout début de la constitution du gouvernement, de diviser par deux les classes de CEP et de CE1 dans les territoires défavorisés, que nous appelons les réseaux d'éducation prioritaire. Lorsque nous avons décidé cela, nous avons pris une mesure de justice sociale, dont le but très clair est d'en finir avec l'écart de réussite qui existe entre les territoires défavorisés et les autres territoires, phénomène que tous les pays du monde pratiquement connaissent. Réussir à réduire cet écart serait le premier objectif de justice sociale, puisque c'est réduire l'écart de la relation au langage et à la logique de tous les enfants, et donc faire prendre un bon départ dans la vie scolaire à tous les enfants. Eh bien, cet objectif était clairement un objectif de justice sociale, mais il est évident que ce faisant, c'est un objectif aussi d'élévation du niveau général, d'autant plus que dans le cas français, comme pour d'autres pays, notre moyenne générale de performance est très largement grevée par les très grandes difficultés des 20% d'élèves les plus en difficulté. Donc ces deux objectifs, en réalité, n'en font qu'un, et ce sont des objectifs qui doivent nous permettre de tirer l'ensemble du pays vers le haut au service de tous les enfants. Nous sommes donc avec deux objectifs très clairs des politiques publiques dont je vais parler, et nous devons le faire avec des points de repère. Nous devons éclairer le chemin des politiques publiques. Et là aussi, c'est un point que j'ai eu à affirmer. J'ai dit en arrivant qu'il y avait deux objectifs, ceux que je viens de dire, l'élévation générale du niveau et la justice sociale, mais qu'il y avait aussi trois éléments pour nous éclairer pour aller vers ces deux objectifs. Et ces trois éléments, c'est
la science. Nous devons avancer grâce à la science. Et il y a là quelque chose qui est réflexif, quelque chose qui est logique, quelque chose qui est en quelque sorte un retour sur nous-mêmes. Puisque à la base même de la démarche de transmission, il y a, si vous me permettez l'expression, une foi en la science. Si nous pensons que nous pouvons transmettre des connaissances de la culture, de la logique, c'est que nous pensons que la science et le progrès sont encore des choses possibles sur notre planète, quelles que soient les crises de l'idée de progrès que le XXe siècle a pu créer. Eh bien, si nous sommes convaincus de cela, il est évident que l'éducation doit pouvoir s'appuyer sur la science. Et j'ai accordé, pour ma part, une importance particulière au progrès des sciences cognitives telles que nous avons pu les connaître depuis une vingtaine d'années dans le monde, parce que dans le domaine des sciences de l'éducation, entendu au sens large, c'est le sujet qui a connu les plus grands bouleversements. Et je pense qu'on doit entendre le mot de sciences cognitives au sens large, incluant d'ailleurs la psychologie. Évidemment, en disant cela, je me situe dans une perspective qui est résolument non scientiste. Personne ne peut prétendre qu'une quelconque science, quelle qu'elle soit, puisse donner des réponses toutes faites aux problèmes posés par l'éducation. Évidemment, il n'a pas manqué d'opposants, de gens très malins pour, à chaque fois que l'on parle de sciences cognitives, expliquer que le ministre est scientiste et pense que les sciences cognitives donnent la baguette magique à tous les problèmes de l'éducation. Je n'ai jamais prétendu une demi-seconde cela. Mais puisque l'on doit parler des conditions de réussite d'une politique publique, il faut tenir compte aussi de la mauvaise foi dans le débat public. Et ça va évidemment être un des enjeux des discussions que vous allez avoir. Donc, il faut tenir compte du fait que, quoi que vous disiez, il y aura des gens pour caricaturer votre propos, le rendre binaire. Et bien entendu, j'en profite aujourd'hui pour le dire, non, les sciences cognitives ne sont pas la baguette magique des solutions d'éducation. Alors, vous pouvez faire un titre avec ça, hein, vous pouvez faire un titre, une dépêche, les sciences cognitives ne sont pas la baguette magique pour le truc. Donc, revirement du ministre Blanquer qui ne croit plus aux sciences cognitives. Donc, je pourrais faire un discours uniquement sur cela. En tout cas, je considère donc que cette avancée des sciences cognitives est une des révolutions scientifiques de notre époque et qu'il serait fou, qu'il serait déraisonnable de faire comme si ça n'existait pas. Avec du recul, avec la conscience aussi que ces sciences sont simplement au début de leur évolution et que nous en saurons beaucoup plus dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais en tout cas, il serait totalement déraisonnable de faire comme si nous n'étions pas les contemporains d'une science du fonctionnement du cerveau qui nous permet de savoir des choses, notamment sur les mécanismes d'apprentissage et a fortiori chez l'enfant très jeune au moment où il est en situation d'acquérir les savoirs fondamentaux. Il est évident que les sciences cognitives sont encore plus utiles pour les sujets ayant trait à l'acquisition du langage écrit et oral et des mathématiques que pour l'acquisition de la géographie à l'âge de 15 ans. C'est évident, mais il n'en demeure pas moins qu'elles éclairent notre chemin. En disant cela, on ne doit évidemment pas non plus affirmer qu'il y a une sorte de monopole des sciences cognitives sur cette question. Pas du tout. Les sciences concernant l'éducation, j'emploie volontairement cette expression, les sciences qui concernent l'éducation sont vastes, elles sont larges, et d'une certaine façon, c'est l'ensemble du savoir sur l'homme qui doit être mobilisé lorsque l'on parle de politique publique d'éducation. Et donc j'inclus toutes les disciplines, que ce soit la sociologie, l'économie, l'histoire, c'est tout cela qui doit être mobilisé. Mais c'est l'affirmation que oui, notre chemin peut être éclairé par les sciences qui me semble être un premier pilier. Ce point, encore une fois, est essentiel parce que c'est un point de cohérence. Si nous disions le contraire de cela, nous ne serions pas cohérents avec la mission même de transmission. Et nous devons évidemment le dire avec humilité. Personne ne peut dire qu'une quelconque science ou une quelconque combinaison de sciences offre des solutions toutes faites. Ça ne sera jamais le cas. Donc ça ne permet pas de définir le chemin. Par contre, j'utilise l'expression de éclairer le chemin. Parce que oui, ça éclaire le chemin, et qu'il y a plusieurs chemins possibles, et qu'il y a même d'ailleurs plusieurs éclairages possibles. Mais en tout cas, il est préférable d'avancer sur un chemin éclairé que sur un chemin obscur. Donc, premier élément pour éclairer le chemin, les sciences. Le deuxième, et cela nous concerne beaucoup aujourd'hui, c'est la comparaison internationale. La comparaison internationale est évidemment quelque chose qui a beaucoup progressé aussi depuis une vingtaine d'années, notamment grâce à des institutions comme l'OCDE et l'UNESCO, mais aussi d'autres démarches qui peuvent exister dans d'autres cadres. Et même s'il n'y avait pas les classements qui désormais sont
bien connu comme PISA, nous devrions évidemment faire de la comparaison internationale. Et c'est la même chose que pour la science. Bien entendu, nous ne devons pas avoir une sorte de révérence absolue et sans recul sur ce que les classements nous permettent. Mais de la même façon, nous serions fous de ne pas tenir compte de ce que disent ces classements. Et de la même façon, nous ne devons pas en avoir une approche superficielle. On ne peut pas se contenter simplement d'un classement général qui nous dit finalement assez peu de choses. Mais si l'on prend le cas de PISA, nous savons tous qu'au cours des mois et des années qui suivent un classement PISA, il y a toute une série d'éléments précis qui sont utiles et qu'il est utile de prendre en compte. Et donc nous devons avancer à cette lumière. Et à mes yeux, la situation internationale, je vais la caractériser de manière beaucoup trop simple, mais c'est vrai qu'elle nous montre deux groupes de pays qui vont plutôt mieux que les autres aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux groupes de pays correspondent à des paradigmes assez différents. On a d'un côté le groupe des pays asiatiques, et encore une fois, pardonnez-moi le côté schématique de ce que je dis là, et ces pays semblent faire reposer leur performance notamment sur le travail, l'exigence, le nombre d'heures, l'approfondissement des programmes, les exercices répétés, autant d'éléments qu'on peut éventuellement rattacher à la tradition confucéenne, mais qui en tout cas donnent des résultats dans les classements. Alors on voit très bien les critiques qui viennent avec cela. On parle par exemple du taux de suicide dans certains pays, on parle de l'exclusion sociale que ceci peut provoquer, mais en tout cas, en termes de résultats global du système, cela donne certains résultats. Et puis, on a les pays scandinaves, mais on peut inclure dans cette catégorie d'autres pays. Je pense à certains États du Canada ou à même certains États des États-Unis. Et donc, qui, eux aussi, peuvent avoir, pour certains d'entre eux, certaines performances et qui semblent faire reposer leur modèle sur tout à fait autre chose, c'est-à-dire l'épanouissement de l'enfant, la confiance en soi, une certaine liberté dans l'acquisition des connaissances. On a donc deux paradigmes qui d'ailleurs correspondent souvent à des paradigmes qui structurent les débats nationaux. En tout cas, le débat national français, sans aucun doute. Mais sauf erreur de ma part, je crois que ça structure aussi d'autres débats nationaux dans les différents pays dont vous provenez. Comme vous le savez, l'équation politique de la France en ce moment, c'est souvent résumé par une expression qui est « en même temps ». Moi, j'assume ce « en même temps », et ce « en même temps » suppose que nous soyons capables aussi en matière d'éducation, et nous savons bien qu'en matière d'éducation, il y a très souvent du « en même temps ». Eh bien, je pense qu'en matière d'éducation, nous devons prendre le meilleur de ce qui peut exister dans ces deux paradigmes. C'est-à-dire que oui, il faut de l'exercice, oui, il faut du travail, mais oui, il faut aussi de l'épanouissement, oui, il faut de la confiance en soi, oui, il faut de la liberté, de la créativité. Et il serait finalement absurde d'opposer l'un et l'autre. Et j'observe que les pays qui vont le mieux parmi les pays qui vont bien sont probablement ceux qui ont justement commencé à réussir ce en même temps. Et en disant ça, je pense par exemple aux réformes réalisées par Singapour ces dernières années qui ont reposé, selon mon analyse, qui peut être discutée, sur des réussites basées sur la tradition asiatique que j'ai mentionnée, mais qui ont été chercher aussi des éléments d'inspiration grâce à la comparaison internationale dans des systèmes qu'on pourra qualifier entre guillemets de type scandinave. Et donc cette combinaison me semble être une bonne démarche et elle repose notamment sur la comparaison internationale. Et c'est en tout cas dans cette approche que je suis engagé en tant que ministre de l'Éducation nationale français. Et je pense que la comparaison internationale doit nous amener non pas à imiter tel quel un autre pays. Je pense que cette démarche serait absurde, qu'il y ait d'ailleurs tout pays qui a imité tel quel un autre pays, on a toujours ressenti certains inconvénients. On doit tenir compte des particularités de chaque pays. C'est pour ça qu'on ne doit pas parler d'une solution toute faite. En revanche, on peut s'inspirer des autres pays. Et on peut évidemment avoir une inspiration correspondant à tel ou tel aspect de quelque chose qui semble bien fonctionner ailleurs, et ensuite le faire à la façon d'un pays. C'est pourquoi je crois que dans le cas de la France, nous devons puiser dans notre tradition scolaire qui est très belle et qui est faite à la fois de cartésianisme et de sens aigu de la créativité. Nous devons puiser dans cette tradition scolaire ce qui peut tout à fait être ce en même temps éducatif qui, à mes yeux, conditionne la réussite des politiques publiques. Au passage, ce en même temps éducatif est une occasion de pouvoir unir une population autour de son école, parce que on va trouver dans chaque société, je pense, des tenants de l'une et l'autre démarche, et que si on arrive à réconcilier les deux démarches, on arrive d'une certaine façon à réconcilier les deux hémisphères du cerveau et peut-être les deux hémisphères d'une société. Ce qui donc représente aussi un objectif
politique en plus de l'objectif technique. Le troisième élément d'éclairage du chemin, à mes yeux, c'est l'expérimentation, et qui correspond à la qualité de pragmatisme que doit avoir une politique publique. L'objectif de l'expérimentation, en effet, doit être de pouvoir tester à des échelles petites des choses qui fonctionnent et qui ensuite peuvent éventuellement être élargies. C'est une démarche de nature scientifique, c'est une démarche qui s'est de plus en plus développée depuis quelques années dans le monde entier en matière éducative, et c'est une démarche qui doit nous faire progresser, avec derrière cela un autre concept clé qui est celui d'évaluation. Nous devons avoir de plus en plus le réflexe d'évaluation des politiques publiques, dans le domaine de l'éducation comme dans d'autres domaines, et a fortiori d'évaluation des expérimentations, de façon à pouvoir éventuellement les pousser plus loin et puis aussi les ajuster. Et donc ces trois éléments que sont la science, la comparaison internationale et l'expérimentation me semblent être trois éléments permettant à la fois de renforcer et de légitimer les politiques publiques, qui jamais ne peuvent naître simplement d'une idée qu'on aurait un beau matin et qu'on trouverait bonne, mais qui doivent naître d'une forme d'intelligence collective que produisent la science, la comparaison internationale et l'expérimentation. Donc l'intelligence collective me paraît être la résultante de cela. C'est pourquoi ensuite, dans les processus de décision, on doit expliciter au maximum ce qu'il en est. Je donnerai un exemple de cela. Nous faisons en France des évaluations en cours préparatoire et en CE1, en début de CP, en milieu de cours préparatoire et en début de CE1. Ces expérimentations, ce n'est pas moi qui les conçois un petit matin sur mon bureau. Elles ont été pensées par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, par la Direction générale de l'enseignement scolaire, par la Direction de l'évaluation et de la prospective. Elles sont elles-mêmes inspirées par toute une série de travaux nationaux et internationaux. Et donc, c'est donc ce que j'appelle le produit d'une intelligence collective. Lorsque des gens ont envie de critiquer cela, ils disent c'est l'autoritarisme du ministre qui s'exprime au travers d'une idée qu'il aurait eue hier matin en se levant. Faisant comme si il n'y avait pas eu des gens beaucoup plus savants que moi pour réfléchir à ces questions, considérer que c'est le genre de démarche qui permet d'avancer, qui au passage dont l'efficacité a pu être démontrée dans d'autres contextes. Et c'est là aussi un point très important, parce que il ne faut pas seulement bien faire, et c'est un des enjeux des politiques publiques, mais il faut aussi faire savoir. Et dans un monde saturé d'informations, pas toujours facile d'expliciter les tenants et les aboutissants d'une décision. Alors, une fois que l'on a dit cela, c'est-à-dire les deux objectifs et les trois éléments qui permettent d'éclairer le chemin, je voudrais venir maintenant sur certains points qui en résultent. D'abord, l'école est un objet politique d'une nature très particulière, parce que c'est à la fois un objet hyper politique et un objet hypopolitique. C'est d'abord un objet hyper politique, parce que l'école est ce qui détermine le plus le devenir d'une société. Il est donc bien normal qu'il y ait du débat sur l'école, il est bien normal que ce soit un sujet dont se saisisse un gouvernement, un parlement, et que ce soit une question traitée au cœur du débat public. Et en même temps, l'école doit être un objet hypopolitique. Un ancien ministre de l'Éducation nationale, parmi les plus grands que nous ayons eus, Jean Zay, avait une formule que je répète souvent, qui est « les querelles des hommes doivent s'arrêter à la porte de l'école ». Et nous devons en effet éviter que ce qui fait le tumulte de la société, ce qui parfois se fait avec du bruit, de la passion, et la France est un pays très politique qui aime les débats politiques passionnés, eh bien ces débats d'adultes ne doivent pas polluer la vie quotidienne des établissements. Et donc nous devons accepter cette tension, cette dialectique entre le fait que nous avons affaire à un objet hyper politique, y compris au sens de politique publique, et un objet hypopolitique, au sens où nous devons arriver à créer à la fois du consensus de la société autour de son école, et où nous devons épargner l'école au quotidien du tohu-bohu du débat politique. Et évidemment, les différents pays du monde font ça de manière différente. J'observe que les pays qui progressent le plus sur le plan scolaire sont ceux qui ont le mieux compris cette dimension hyper-politique et hypopolitique de l'école. Ils ont compris la dimension hyper-politique parce que finalement, dire que c'est hyper-politique, c'est dire que c'est pratiquement de nature constitutionnelle.
autrement dit de nature constitutive, autrement dit de sujets qui supposent du long terme et de la capacité. J'ai un mot, je vais vous dire le mot, ce qui est écrit sur le mot que je viens de recevoir, c'est « il faut y aller ». Qui était normalement ma phrase de conclusion. Donc je n'étais qu'au tiers de mon discours. Alors, je pense que c'est un mot qui peut réjouir la plupart d'entre vous, mais je vais quand même essayer d'être synthétique pour la suite. Sachant qu'il y a la déclaration de politique générale, donc quelque chose d'hyper politique, qui va arriver dans un instant à l'Assemblée nationale et au Sénat, et où je suis évidemment obligé d'être. Donc les pays qui fonctionnent le mieux sont les pays qui ont compris la dimension hyper politique, c'est-à-dire la dimension que je qualifierais entre guillemets de constitutionnelle, autrement dit des sujets politiques de longue durée, avec des éléments de continuité, et puis qui ont compris la dimension hypopolitique, c'est-à-dire la nécessité d'une sorte de consensus adulte qui fait que l'enfant, l'adolescent, va se trouver dans des contextes apaisés, parce qu'une fois que les grandes lignes sont définies, il n'y a pas de dispute au quotidien sur cela. J'aimerais évidemment pour la France arriver à quelque chose de ce type, en étant parfaitement conscient que nous n'y sommes pas. Et que parfois, je pense qu'il y a des gens même qui n'aimeraient pas qu'on y soit, que c'est en quelque sorte urticant d'imaginer qu'il n'y ait pas d'urticaire. Et il faut donc réussir à créer ces éléments de consensus, ces éléments d'une société de confiance, parce que, au bout du compte, ce qu'il s'agit de créer, c'est non seulement la confiance en soi de l'élève et la confiance de l'élève dans les autres, mais c'est une société de confiance. Et pour me résumer, et c'est l'expression que j'utilise en permanence pour notre projet éducatif, c'est l'école de la confiance. Pour me résumer, je considère que le rôle de l'école est aussi de contribuer à créer une société de confiance par le type de formation qu'elle prodigue, et donc rétroactivement que la société produise de la confiance pour l'école. Ce cercle vertueux de la confiance est, je crois, ce que nous devons viser au travers des politiques publiques. Alors, pour y arriver, et sans aller dans la théorie des politiques publiques, je pense qu'il y a un certain nombre de spécialistes par ici aujourd'hui qui vont pouvoir rentrer dans ce type de considération plus précise. On voit bien que tout ceci suppose une sorte de vision pratique et pragmatique de la façon de mener des politiques publiques. Et notamment, le changement doit toujours être précédé d'une prise de conscience des acteurs. Nous devons prendre acte du réel et faire partager un constat pour avoir le préalable d'une réforme. C'est, je pense, ce qui caractérise les réformes réussies et puis ce qui peut parfois caractériser des ratages. Sur les ratages, je ne m'étendrai pas. D'une part, parce que je ne veux pas parler de mes prédécesseurs, et ensuite parce que je ne veux pas non plus parler de mes propres ratages. Il y en a forcément, mais nous sommes dans une actualité trop brûlante. Sur les réussites, je pourrais évidemment, au-delà de la boutade que je viens de faire, parler de belles réussites qui ont pu exister dans le système éducatif français par le passé. Mais je pense que là où nous avons pu réussir le plus de choses ces derniers temps, c'est lorsque nous avons pu être clairs sur le point de départ et lorsque nous avons été très clairs, réussi à communiquer le sens. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le dédoublement des classes en est un bon exemple, mais ce que nous sommes en train de faire sur la réforme du baccalauréat en est un autre exemple, je pense, même s'il y a en ce moment même encore des contestations sur notre réforme du lycée. Le fait est qu'elle a été précédée d'une très vaste concertation, que le sens a été partagé et qu'aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que les premiers concernés, c'est-à-dire les élèves, sont en train de parfaitement comprendre le sens de la réforme du lycée. Je n'entre pas dans le détail, faute de temps, mais on est typiquement dans le cadre de quelque chose qui est passé d'abord par une prise de conscience, par un constat partagé, par des préconisations assez partagées, et aujourd'hui par une mise en œuvre qui est partagée parce que les élèves voient l'intérêt immédiat que cela représente pour eux. Donc un certain nombre de mesures que nous avons pu prendre ces derniers temps correspondent à cette méthodologie, mais évidemment, ceci rencontre nécessairement des limites qui ont trait notamment aux difficultés de communication que l'on peut avoir et dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voudrais, pour terminer, simplement insister sur deux points qui me paraissent être les conditions des réussites des réformes. Il y a non seulement donc la question du sens, la question de ce sens partagé, mais il y a aussi les facteurs de l'évolution de l'école. Et de ce point de vue-là, de nombreuses études montrent que deux premiers facteurs doivent être
identifiés. Le premier, c'est la formation des professeurs. C'est évidemment un enjeu clé, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Et on va retrouver sur ce sujet de la formation des professeurs des points que j'ai pu évoquer sur les politiques publiques en général. C'est que nous devons avoir deux piliers de cette formation de qualité. D'une part, la formation, une formation caractérisée par l'excellence scientifique. Si nous disons qu'il faut nous nourrir des sciences, de l'expérimentation et de la comparaison internationale, il est évident que nos professeurs, nos futurs professeurs, doivent eux-mêmes avoir été nourris de cela. Et par exemple, nous devons rechercher, ce que nous allons rechercher au cours des prochaines années, à ce que nos professeurs aient une expérience internationale. Il est très bon que non seulement ils connaissent les autres systèmes étrangers, mais qu'ils en aient même l'expérience. Alors ça n'est pas facile, vu le nombre de professeurs que nous avons à former. Mais en tout cas, sur un plan mondial, nous devons viser cela. Et donc, pour l'Assemblée que nous sommes, je pense que c'est important de parler de cette circulation des professeurs. Et lorsque, avec le président Macron, nous sommes allés à Dakar il y a un peu plus d'un an pour la conférence mondiale sur l'éducation, les trois axes dont le président a parlé, pour parler de l'approche française de la comparaison, du progrès international en matière d'éducation, c'était d'abord la formation des professeurs, ensuite la formation professionnelle et l'égalité garçons-filles qui ont été positionnés comme les trois axes structurants. Et on va retrouver ces trois axes dans le G7 éducation que nous organisons au début du mois de juillet prochain. Donc la formation initiale est clé et elle doit elle-même faire une grande place à l'excellence scientifique, et donc l'excellence des intervenants devant les futurs professeurs, l'excellence de la recherche telle qu'elle se communique aux futurs professeurs. Et bien entendu, l'excellence de la pédagogie qui se transmet aux futurs professeurs. Et puis deuxièmement, le pragmatisme, c'est-à-dire que les futurs professeurs doivent avoir des expériences de terrain et ils doivent avoir aussi devant eux des formateurs de formateurs qui sont eux-mêmes des personnes de terrain et qui le sont encore au moment où elles parlent. Et c'est pourquoi il me paraît essentiel d'avoir cette double assise de la formation initiale des professeurs, et c'est le sens de la réforme que nous sommes en train de mener en France. Cette réforme s'accompagne d'une réforme de la formation continue. Je donnerai qu'un exemple. Nous avons en ce moment un plan mathématique qui nous conduit à avoir 1200 référents sur le territoire pour avoir un rebond de notre formation grâce à ce dynamisme de la formation continue. Et une des choses vers lesquelles nous allons, c'est de garantir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que tous les professeurs puissent bénéficier d'un nombre garanti d'heures de formation continue sur des questions qui sont pertinentes et de leur point de vue et du point de vue du système scolaire pour faire avancer leur pédagogie et leurs connaissances. Et puis le deuxième pilier de l'évolution, c'est l'amélioration du bien-être et de la confiance en l'école. Sur ce point, on doit d'abord souligner l'enjeu de la relation famille-école. Là aussi, les systèmes qui vont bien sont des systèmes où famille et école convergent dans les valeurs qu'ils transmettent et dans la direction qu'ils indiquent ensemble aux élèves. Ce qui est très important, c'est qu'une famille dise à son enfant que l'école, ça compte, qu'on respecte le professeur, que les valeurs de l'école sont les valeurs de la famille, et vice-versa. Et que l'enfant se sente respecté dans ce qu'il est, dans ce qu'est sa famille, à l'école, et inversement. Et là aussi, c'est un enjeu clé de bien-être et de confiance. De façon générale, j'ai essayé de faire du respect d'autrui une valeur cardinale de ce que nous disons sur l'école, en disant qu'à l'école primaire en particulier, on devait apprendre à lire, écrire, compter et respecter autrui. Et cette notion de respect va de pair avec la notion de confiance. D'où un certain nombre de sujets d'évolution de notre système, notamment en matière de vie scolaire, en matière de lutte contre la violence, en matière de lutte contre le harcèlement. Et puis, tout ceci doit nous amener évidemment à une capacité à libérer la créativité de nos élèves, qui est un objectif en soi, mais aussi créativité du système, en laissant beaucoup plus de marge de manœuvre aux acteurs. Je pense aux libertés nouvelles que nous pouvons donner, notamment aux écoles et aux établissements, pour expérimenter, pour proposer des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Alors, en conclusion, et même si c'est un sujet sur lequel on pourrait parler évidemment très longuement, je voudrais terminer par là où j'ai commencé, en insistant sur le fait que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle civilisation. Ce n'est pas être grandiloquent que de le dire. Cette civilisation de l'information est une civilisation complètement nouvelle, encore une fois caractérisée par l'abondance de l'information, et qui va de pair avec la mondialisation, et donc avec des formes nouvelles pour l'humanité d'existence, avec des défis particuliers. Je pense évidemment en particulier au défi de l'environnement, qui est le grand défi de l'humanité aujourd'hui, mais aussi le défi de la relation à la technique.
les deux sujets étant évidemment très liés. Et dans ce défi de relation à la technique, nous devons plus que jamais donner aux élèves les outils pour se repérer dans ce monde. Nous devons profiter des opportunités de la technologie. Nous avons en France une stratégie sur ce point. C'est les enjeux de l'enseignement à distance, par exemple, mais c'est aussi les enjeux de la personnalisation de la pédagogie avec l'intelligence artificielle. Ce sont les enjeux d'une pédagogie plus active grâce au numérique. Toutes ces questions doivent être traitées au travers de ce qu'on appelle les EdTech en particulier, et la France a de l'ambition sur cette question. Mais nous devons aussi protéger nos enfants, aussi bien au titre de la protection des données qu'au travers de la protection de l'addiction aux écrans, que la protection contre le cyberharcèlement, contre les mauvais usages d'Internet. Tous ces sujets sont aussi au cœur de l'évolution des systèmes éducatifs. Nous avons donc à penser les politiques publiques d'éducation dans un monde qui change totalement sur le plan technologique. Donc nous sommes en réalité à la croisée des chemins, du point de vue de l'histoire de l'humanité, et donc du point de vue des systèmes d'éducation. Et donc les politiques publiques d'éducation sont elles-mêmes à la croisée des chemins. Dans quelle mesure elles tiennent compte du défi posé par l'évolution de la science et par l'évolution des technologies, et dans quelle mesure nous réussissons à rendre ce monde plus humain, alors même qu'il va être plus technologique. D'une certaine façon, c'est un retour sur nous-mêmes dans la grande tradition antique que nous avons à faire, puisque l'homme se caractérise par l'éducation. Va-t-il continuer à se caractériser par l'éducation? Et si oui, est-ce que cette éducation gardera très fortement sa dimension humaine, c'est-à-dire sa dimension humaniste, avec l'être humain au centre et non pas d'autres projets? C'est pour moi ce qui doit caractériser notre analyse des politiques publiques, c'est-à-dire que les politiques publiques ne sont jamais une simple technique. On peut évidemment en parler sous l'angle technique, il y a bien des choses à dire sous l'angle technique, par exemple sur l'évaluation des politiques publiques, mais toute cette approche technique doit toujours être mise en perspective sur le plan philosophique, et c'est pourquoi le thème que vous allez aborder au cours des 2 jours est si essentiel, et c'est pourquoi j'y accorderai tant d'importance. Merci beaucoup.